Ni Macron ni Mélenchon, une fois qu'on a dit ni, ça ne dit pas grand-chose quand même. En tout cas, c'est surtout bien pratique pour se sortir peut-être d'une difficulté qui est de définir en des termes intelligibles et audibles pour l'opinion le projet politique qu'on porte. Moi, je trouve que c'est un registre qui est le plus simple que de dire ce que l'on n'est pas, parce qu'on ne sait pas dire de manière très claire ce que l'on est et ce que l'on porte. C'est pour ça que moi, je m'intéresse moins ni Macron ni Mélenchon qu'en fait d'écrire le projet politique que nous portons dans le mouvement que j'ai créé avec d'autres et que nous allons, comment dire, le projet qu'on va densifier, élargir, il n'est pas encore définitif, mais pendant l'élection présidentielle, je parlais d'un futur désirable. On l'incarnait à travers des propositions dans beaucoup de domaines. Il me semble que c'est aujourd'hui sur ce terrain-là qu'il faut aller plutôt que d'expliquer qu'on n'est ni Mélenchon ni Macron. Ce qui fait beaucoup de monde dans ce pays quand même, hein, ni Mélenchon ni Macron. A priori, ça fait une majorité de Français, donc ça dit pas grand-chose, quoi. Mais ils ont raison. D'abord, que j'ai pas le monopole de la gauche et que moi je le revendique pas. Moi je ne suis pas dans une stratégie hégémonique. Et c'est bien ce qui peut me distinguer d'autres. Je ne prétends pas la suprématie sur la gauche. Je prétends au contraire qu'elle est plurielle, diverse et qu'on a besoin de la rassembler si on veut un jour reconquérir le pouvoir. Si c'est bien le pouvoir qui nous intéresse, au sens où on l'utilise, le pouvoir démocratique, institutionnel, pour transformer la société. Première chose. Deuxièmement, si je n'ai pas le monopole, aujourd'hui je ne prétends pas davantage que le projet politique que nous portons au sein du mouvement dont je suis un des animateurs et un des fondateurs, couvre tout. Il ne prétend pas tout couvrir. La culture qu'on porte, on va dire, croise à la fois une tradition qui est celle du mouvement ouvrier, du mouvement socialiste, et une autre qui est celle de l'écologie politique. Et le croisement produit ce que l'on pense sur la recherche d'un nouveau modèle de développement qui soit moins prédateur à l'égard de notre environnement, sur un nouveau rapport au travail, sur une aspiration démocratique profonde. On a des vraies questions nouvelles que l'on met en débat. Et moi, je ne prétends pas du tout à la suprématie. Par contre, j'affirme que ceux qui pensent que c'est uniquement autour d'eux et seulement autour d'eux que la gauche, même pas la gauche d'ailleurs parfois, mais que le salut existera, ça n'est pas sérieux. Voilà. Donc, de toute façon, j'ai quitté le PS, moi, donc... PS, il fait sa vie, je le respecte, c'est plein de gens que j'aime beaucoup, il peut jouer un rôle demain, mais il y a du boulot, quoi. Il va falloir... si c'est pour expliquer que tout ce qui s'est passé pendant 5 ans, c'était bien, c'est juste le peuple qui s'est trompé et qui s'est égaré, ça, je pense que la pente va être vraiment dure à remonter, quoi. Alors, vous dites tard, pour certains c'était trop tôt. C'est marrant parce que ça dépend de quel point de vue on se place. Il y a des gens, certains de mes amis qui m'ont dit « Oh là là, mais pourquoi t'es parti si tôt ?» Et moi je jugeais que si nous voulions donner de la crédibilité, si moi je voulais donner de la crédibilité au mouvement que nous souhaitions créer, je ne pouvais pas être dans un entre-deux où on m'aurait soupçonné de préparer le congrès du PS pour être premier secrétaire, etc. etc. Et donc je voulais assumer mon risque, comme on dit, et quitter le Parti socialiste. Et je l'ai fait sans inciter mes amis à le faire. Pourquoi ? Parce que je considère que le mouvement que nous créons, s'il devait être la reproduction à l'extérieur du PS de ce qu'on a connu à l'intérieur du PS, c'est-à-dire je pars avec tous mes amis et on refait la gauche du PS mais à l'extérieur du PS, tout ça n'a aucun intérêt. Mais vraiment aucun intérêt. Même quelle que soit l'amitié que j'ai pour évidemment tous les camarades avec lesquels j'ai milité, je milite encore. Alors, est-ce que c'est tard ? Par rapport à Mélenchon, oui, mais je le trouve, lui, beaucoup plus social-démocrate que je ne le suis. Mais social-démocrate radicalisé, mais il est très keynésien. Très sur des solutions classiques, même dans le rapport au travail. Moi, je prétends que mon projet politique sur le fond, à travers le revenu universel d'existence, à travers les propositions que nous faisons sur la manière de mettre à contribution la richesse créée par les robots, à travers ce que nous proposons sur la conversion écologique de notre économie, je prétends que mon projet est plus radical que le sien. Et y compris... Je prétends qu'il est plus radical aujourd'hui de croire encore à la coopération et à la nécessité de lier, de mêler, de mutualiser les destins des Européens que de considérer ou qu'il faut continuer sur une voie libérale comme Macron, c'est-à-dire dire vive l'Europe sans la politique, ou de dire vive la politique mais sans l'Europe, comme je risque, comme je crains
que ce ne soit finalement le point d'arrivée de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Donc moi je crois que c'est aujourd'hui très radical que de vouloir travailler un projet européen. C'est d'ailleurs pour ça que, avec Yanis Varoufakis, qui est l'ancien ministre de l'économie et des finances grec, que je connais bien, que je vois, que nous voyons, moi ça m'intéresse beaucoup plus de porter un projet avec d'autres Européens qui, évidemment, défient le camp libéral et le camp austéritaire, mais le défient avec le désir de ne pas casser le projet européen. En clair, l'euro, aujourd'hui, il fait du mal. Est-ce que c'est pour autant il faut-il sortir de l'euro? Aujourd'hui, ça ferait... c'est pas forcément la bonne logique. Et ce sont des sujets sur lesquels, dans les mois qui viennent, les années qui viennent, vous verrez avec d'autres, je parlerai. Mais alors, quel cas? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas finalement de réunir le maximum. S'ils viennent, je suis content, d'ex-socialistes ou d'ex-écolos, ou de toujours socialisme et qui viendraient chez moi. Bon, c'est important, hein, mais c'est pas le but. Le but, c'est de faire fonder un nouveau mouvement politique et qui ne peut pas se résumer à la reproduction au sein de mon mouvement de ce qui se passait auparavant ou chez les écolos ou chez les socialistes. Sinon, ça va virer à la thérapie de groupe en permanence. Et bon, j'ai pas très envie, quoi. Je crois que ça va être vite chiant si c'est ça. Pardon de parler comme ça. Il y a un vrai clin d'œil aussi en venant spécifiquement ici, c'est que j'ai démarré effectivement véritablement ma campagne des primaires. Elle avait commencé depuis longtemps, mais à mes yeux, la réunion pour des milliards de raisons, mais de Toulouse a été un tournant. Parce que d'abord, c'était le jour où le président de la République, François Hollande, a décidé de ne pas être candidat. Donc ça a évidemment donné une nature particulière, en tout cas ça a changé la nature de la primaire. Et puis en plus, j'y ai ce jour-là retenu 2 leçons, et qui ont été très utiles pendant toute la primaire, et qui, faute de les écouter jusqu'au bout, m'aura coûté d'ailleurs mon avis pour la présidentielle. Et ces 2 leçons, la première, c'était que je crois que c'était déjà l'association Cactus qui avait organisé le débat. Avait rien à voir, il n'y a aucun ami politique particulier, peut-être des gens qui m'aimaient bien, mais ce n'étaient pas des gens que je connaissais. La salle était pleine. J'aurais confié à l'époque une réunion à la Fédération socialiste, la salle eût été aux 3/4 vide. Et la première leçon, c'était qu'il fallait justement déborder les appareils pour pouvoir avoir de l'écho lors de la primaire, et elle a été précieuse. Et la deuxième leçon, elle est particulière, mais au moment où justement on a assisté en direct ce jour-là, puisqu'on a retransmis par vidéoprojecteur l'intervention du président de la République pendant ma conférence, et quand le président de la République a annoncé qu'il ne se présentait pas, la réaction de la salle a été, je compare ça à un but dans un stade anglais, c'est une sorte de hurrah quasiment, ou de joie, quoi, de délivrance. Et ça a été une leçon qui a été très importante pour moi, parce que j'ai pu mesurer à quel point il y avait une envie de se débarrasser, ou de ne plus voir, ou de se délivrer de cette manière, ou de ce projet politique, ou de cette manière de faire de la politique qui avait été incarnée par l'ancien président pendant le quinquennat. Et mon tort aura été, le soir de ma victoire aux primaires, d'avoir non pas oublié ça, mais de ne pas avoir rompu plus tôt, à mon avis, avec le PS. Si j'avais rompu plus tôt avec le PS, peut-être que le sort de cette campagne, j'aurais pas été président de la République, hein, je pense que ça aurait été compliqué. Mais le sort de cette campagne aurait peut-être été différent. Si je vous dis que j'ai pas tellement envie de parler de Manuel Valls, en fait, pas par... j'ai plus grand-chose de commun avec lui. Et y compris dans la manière dont, aujourd'hui, la façon dont il parle de la République, je trouve qu'il en parle de manière très dévoyée, souvent. Il a des obsessions, il a des... moi, je regarde ça de loin.
Je trouve pathétique la polémique en ce moment entre lui et Mélenchon, et puis par ailleurs, ce qui se passe autour du drapeau européen, par ailleurs, pas très sérieux non plus, mais voilà, je veux dire, tout ça, c'est quand même... on est quand même très loin des sujets importants, quoi. Donc, Manuel Valls... moi, j'ai vu qu'il avait la barbe. Le bouc. Je crois que c'est la seule chose de nouveau, quoi. Donc, j'ai pas quoi de nouvelles. Je sais pas de quoi commenter. Voilà. Ça m'intéresse pas, voilà.